Yorana, bienvenue dans ce journal du dimanche 4 octobre. Une nouvelle victoire du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais un écart qui se resserre. Près de 7 points contre 13 en 2018. La hausse de la participation a d'abord profité aux indépendantistes. Moetai Broderson est l'invité de ce journal. Il nous livrera son analyse du scrutin. Le quai de Arutwa se dessine, plus de 300 millions de francs investis pour un meilleur débarquement de marchandises. Sa construction a également bénéficié aux habitants de l'île sans emploi. Nos amis à quatre pattes à l'épreuve pour obtenir un certificat. Un chien sportif, obéissant et d'esprit bien équilibré, ce sont les critères imposés pour obtenir le fameux sésame. Heyari Le Hartel devient le maître de motocross en MX1. Il écarte ainsi Manukau Autei de la compétition. Le jeune homme de 19 ans qui était jusqu'alors intouchable s'est blessé lors d'un circuit. Et enfin, notre rubrique Fais-moi d'entendre du dimanche nous propose un retour sur des fouilles archéologiques entamées dans la vallée de Ahonu à Mahina avec le Taua Raymond Graff. Près de 86% des électeurs calédoniens se sont rendus aux urnes. Le non remporte cette deuxième consultation référendaire, mais les chiffres démontrent également que les indépendantistes ont recueilli 11 000 voix de plus par rapport au précédent référendum. L'écart se resserre donc entre les deux camps. Synthèse signée Isabelle Braoué. Une nouvelle fois, les électeurs calédoniens ont choisi de rester français. Les résultats ne sont pas encore officiels, mais le non l'emporte pour le moment avec plus de 53% des suffrages contre près de 47% pour le oui. L'écart entre pro et anti-indépendantistes s'est resserré par rapport au référendum du 4 novembre 2018. Parmi les explications avancées, la participation. Elle est en hausse et atteint plus de 85%. Au-delà de ces chiffres, la classe politique calédonienne est tombée d'accord. Il faut reprendre le dialogue en panne depuis plusieurs mois. Il faut que l'État joue un rôle et nous oblige à se mettre autour d'une table et à discuter ensemble pour une nouvelle solution, respectueuse démocratiquement de la volonté des Calédoniens, mais qui soit aussi à l'écoute des attentes que formulent les indépendantistes au niveau de leurs revendications. Tant que ce peuple kanak ne sera pas satisfait et qu'il ne va pas retrouver sa place, il n'y aura jamais la paix ici. Il n'y aura jamais de cohésion. Deuxième chose, c'est le lien avec la France. Parce que nous discutons par rapport à ce lien de la France. Nous questionnons ce lien à la France depuis 167 ans. Emmanuel Macron s'est lui aussi exprimé. Il a salué la bonne tenue de ce deuxième référendum, pris acte des résultats avant d'inviter l'ensemble des partis à, je cite, organiser l'avenir. Nous savons aujourd'hui que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons devant nous 2 années pour dialoguer et imaginer l'avenir, et pas seulement l'avenir institutionnel. Malgré une campagne plus tendue qu'il y a 2 ans, le référendum de dimanche s'est déroulé sans incident majeur. Ce nouveau refus ne signifie pas pour autant l'arrêt du processus de décolonisation. Alors, que se passera-t-il demain sur le Caillou? Un 3e référendum aura-t-il lieu en 2022? L'analyse à Nouméa de Nathalie Nouzière. Le 3e référendum, c'est la question qui se pose maintenant en Nouvelle-Calédonie. Ce 3e référendum, il est rendu possible par l'accord de Nouméa dans les 2 ans qui viennent. Le président de la République l'a rappelé hier soir. Mais indépendantistes et non-indépendantistes ne le conçoivent pas du tout de la même façon. Pour le FLNKS, il faut poser une 3e fois la même question, oui ou non à l'indépendance. Et la progression du oui hier les y encourage. Les anti-indépendantistes ne sont pas du tout de cet avis. Ils voudraient que soit d'abord négocier un nouveau statut, un nouveau projet pour la Nouvelle-Calédonie et que ce nouveau projet soit ensuite soumis à référendum. Alors comment concilier ces positions? Depuis hier, tout le monde appelle au dialogue. Le gouvernement a annoncé qu'il allait prendre une initiative dans les prochains jours. Son absence sur le dossier calédonien avait été critiquée ici ces derniers mois. Le temps presse. La sortie de l'accord de Nouméa est prévue en 2022. Et nous accueillons sur ce plateau Moetai Broderson Yorana. Merci d'être sur le plateau de Polynésie la première. D'abord, en tant qu'indépendantiste, est-ce qu'un 3e référendum serait nécessaire selon vous? Et non seulement nécessaire, il est indispensable et prévu par les accords.
Je ne comprends même pas qu'on puisse remettre en cause ce troisième référendum. Quel bilan faites-vous de ces résultats en Nouvelle-Calédonie? Les deux camps s'accordent à dire qu'ils ont remporté la victoire. Alors, il y a évidemment le camp du non qui, mathématiquement, a remporté la victoire pour la deuxième fois. Mais force est de constater que le camp qui a progressé, c'est le camp du oui. Et c'est non négligeable, c'est une progression de plus de 3%. Dans un espace de temps assez réduit, c'est notable. Je pense que d'ici 2 ans, il y a encore une marge de progression et tout va dépendre en fait de la capacité de conviction de nos camarades indépendantistes. Et comment ils vont mener campagne aussi? Comment ils vont mener campagne? Il faut surtout qu'ils arrivent à rassurer ceux qui sont aujourd'hui un peu hésitants par rapport à l'indépendance pour des considérations économiques ou pour d'autres considérations. Je pense qu'ils ont réussi en partie, ce qui explique la progression du oui. Et il faut qu'ils s'attachent à continuer cet effort de rassurer les Calédoniens qui ne sont pas forcément indépendantistes. Et comment vous expliquez justement que le non l'emporte encore une fois? Alors écoutez, il faut rappeler l'histoire. Contrairement à nous, la Calédonie, ça a été une colonie de peuplement. D'abord donc des bagnards et ensuite simplement des immigrés venus de France en quantité. Ce qui fait que dès les années 90, la population kanak est en fait minoritaire chez elle. Donc il faut quand même saluer la performance du camp indépendantiste qui, bien qu'étant démographiquement minoritaire, arrive à progresser et franchement n'est pas très loin de la majorité. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Nous reviendrons avec vous après ce reportage. En Polynésie, ce scrutin calédonien a été suivi par plusieurs élus qui connaissent plus ou moins la vie politique de cet archipel, mais qui y sont surtout rattachés au regard du passé et des accords passés entre certaines villes de la Polynésie et de la Calédonie. Les détails avec Maruki Durila Itemauri et Patrick Tingsing. Il est né en Calédonie et a initié le jumelage entre la commune qu'il a administrée à Roué et celle de Mondor dans la province sud. Pour Philippe Schill, très attentif à la situation politique sur le Caillou, un troisième référendum ne ferait qu'agrandir la fracture au sein de la population calédonienne. Il y a visiblement un clivage ethnique qui est flagrant entre les Kanaks qui sont majoritairement indépendantistes et les non-Kanaks qui ne le sont pas. Il y a un clivage aussi géographique entre le nord, les îles qui majoritairement sont indépendantistes alors que le sud ne l'est pas. Et personnellement, je suis très inquiet par rapport à l'avenir de ce pays, très inquiet également alors que semble peut-être se profiler le troisième référendum. Au Palais Bourbon, la députée Nicole Sanquer siège dans les rangs de l'UDI, aux côtés des députés calédoniens Philippe Dunoyer et Philippe Gomez, tous les deux loyalistes et opposés à l'indépendance. Il y a eu quand même une grosse campagne du oui sur le terrain. Et aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Ensuite, au niveau de la répartition géographique, toujours ce clivage entre la province sud et la province nord. Donc, moi, je pense que un troisième tour, sans doute, s'imposera, mais ce sont évidemment les élus de la Calédonie qui en décideront. Les partisans du oui à l'indépendance ont progressé en Calédonie et la balance avec le non ne tient plus qu'à 10 000 voix. Comme le prévoient les accords de Matignon, une troisième consultation peut être organisée, un choix cornélien pour les élus du Caillou entre prendre le risque de diviser un peu plus ou aller au bout de la consultation populaire. Il est important de les laisser décider, c'est leur destinée institutionnelle. Et aujourd'hui, nous continuerons à travailler avec la Nouvelle-Calédonie, en tout cas le gouvernement et les institutions de Nouvelle-Calédonie, toujours dans cette volonté de créer ce partenariat entre nous dans cette grande zone du Pacifique. Et depuis 2016, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont membres à part entière du Forum du Pacifique. L'avenir politique du Caillou, indépendant ou non, ne devrait donc en rien changer les relations avec le Fénoua. Wetei, pensez-vous que finalement la position de l'État qui était de dire on se prononcera à l'issue du référendum, notamment sur la durée de la période de transition, a eu des conséquences sur les résultats de ce scrutin? Oui, bien sûr, parce que pour quelqu'un qui doit se décider s'il va voter oui ou non, la question du jour d'après, elle se pose. Et forcément, cette réponse de l'État sur la période de transition, elle est importante. Et quand elle n'est pas donnée de manière claire, ça fait hésiter les gens.
Donc, il y a eu cette période de transition, on a changé de Premier ministre. Il faut se rappeler que l'ancien Premier ministre était très impliqué dans le processus référendaire calédonien. Le nouveau, je ne vais pas dire qu'il n'est pas impliqué, mais il a débarqué sur ce dossier récemment, le temps de prendre ses marques. On ne peut pas dire qu'il y a eu le même degré d'implication. Alors, qu'en est-il pour le Taveni Huil Attila? À l'époque aussi, il était question de réaliser un référendum d'autodétermination. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? C'est plus que jamais à l'ordre du jour. Je forme le vœu qu'un jour la lumière s'allume dans l'esprit de nos camarades politiques autonomistes ici, comme elle s'est allumée dans l'esprit des loyalistes en Calédonie. Il faut se rappeler que Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou se sont unis, sont allés tous les deux à Paris dire voilà, on veut mettre en place ce processus. Le jour où ça va se produire chez nous, où nos autonomistes vont se réveiller à avoir l'intelligence de réaliser qu'on est réinscrit à l'ONU et que ce qu'on est allé demander à l'ONU, c'est pas de nous donner l'indépendance, c'est pas l'ONU qui décrète l'indépendance, ce sont les Polynésiens qui choisiront d'être indépendants ou pas. Eh bien, il faut un processus d'autodétermination et il faut un référendum d'autodétermination. Et pourquoi plus que jamais, vous avez dit aujourd'hui plus que jamais? Bien parce qu'il faut se rappeler de l'actualité récente. Je vous disais que la Nouvelle-Calédonie avait été une colonie de peuplement. Nous, ça n'a pas été le cas. Ce sera peut-être le cas. On nous annonce 8500 nouveaux arrivants par an sur 15 ans. Bon, si c'est le rythme qui va nous être imposé, les Polynésiens seront très largement minoritaires chez eux, comme les Calédoniens aujourd'hui. C'était des pronostics de l'ISPF d'ailleurs, et Edouard Fritsch l'a démenti cette semaine sur notre antenne. Merci en tous les cas, Moïté Broderson, d'avoir été l'invité de ce journal. Nous partons dans les îles à présent. C'est une structure très attendue par la population. Le nouveau quai de Arutua doit être livré le mois prochain. Le chantier, qui touche bientôt à sa fin, a également permis de donner du travail à quelques jeunes de l'atoll. Marouki Duri et Patrick Tsing y ont fait un tour au mois d'août dernier. Regardez. C'est un chantier au bord de l'eau, conduit par la société Boyer. 300 millions de francs ont été investis par l'État et le pays pour l'agrandissement du quai de Arutua et la construction de la marina. Les travaux, prévus sur une durée de 9 mois, ont permis d'embaucher une dizaine d'ouvriers. Ça fait du bien, ça fait du bien. Pour les enfants, pour la femme, pour la famille, quoi. Comment est-ce que tu as eu cet emploi? C'est le maire. C'est le maire, il est parti chercher les travailleurs. Et voilà. Et il travaille là. Le chef de chantier et 4 autres techniciens sont venus de Tahiti pour cette mission de plusieurs mois, comme il est d'usage pour les grands travaux dans les îles. Mais cette année, le confinement et les mesures sanitaires ont ralenti la construction. Depuis qu'il y a eu cette maladie, on a été retardé depuis le mois de mars. On a continué les travaux, mais les bateaux n'effectuent plus de rotation. Certaines affaires n'ont pas pu être acheminées et sont restées à Papeete, alors que nous sommes partis pour le chantier. Les travaux du quai et de la marina débutés en janvier doivent s'achever ce mois-ci. Les structures seraient ainsi opérationnelles pour novembre. Elles offriront plus de confort durant les déchargements des tonnes de marchandises. Aujourd'hui, avec le quai qu'on a actuellement derrière nous, un petit, c'est vraiment dur à décharger. Hein. Donc nous, on a hâte aussi que celui-là finisse, qu'on puisse se charger, qu'on a plus de place pour le déchargement. Hein. Les rotations des bateaux restent un lien vital pour les habitants des archipels. À Arutua, le nouveau quai devrait donc stimuler davantage les échanges dans les années à venir. À Nukuhiva, c'est la Covid-19 qui a retardé l'arrivée du cargo mixte Aranui. Vous le savez, une dizaine de cas de coronavirus a été détecté parmi les membres d'équipage. En début de semaine, le bateau a été contraint de modifier son trajet. Il est donc arrivé hier aux Marquises avec à son bord une quantité de fret plus importante qu'à l'accoutumée. Et le volume de marchandises a également doublé pour le retour du navire vers Tahiti. Les habitants ont en effet profité pour faire embarquer des denrées alimentaires de l'île telles que chèvres, poissons, cochons ou encore des fruits et légumes pour leur famille. Et il y avait du sport à Tumar'a. Une rencontre interquartier a réuni les adeptes de futsal et de Va'a. Une vingtaine de rameurs s'est alignée sur la ligne de départ à Tevaitoa et 3 femmes seulement. Des courses de V1 qui ont vu la victoire de Teina Tanoa de Fetuna pour la jante féminine, Tetahio Tapea chez les hommes. Des rencontres qui seront désormais mensuelles et organisées dans toutes les communes associées, nous dit Tatiana Bonnet, une présidente du quartier, au micro de Julien Vescovali. Nous avons voulu favoriser toutes les sections de communes et donc du coup on commence par Fetuna, la commune associée la plus éloignée. Donc ça sera le rythme, c'est quoi, une fois par mois?
Oui, en effet. Alors, on commence aujourd'hui par Fétounin. Ensuite, à la fin du mois, ce sera à Teveitoa. C'est pas Veilla. Non, à Teveitoa par les jeux collectifs tels que le basketball. Les joueuses de Teveitoa qui remportent d'ailleurs le match de futsal. Nous allons parler d'une autre discipline maintenant, le ring, qui est en fait un sport réservé à nos amis à quatre pattes. Le seul et unique concours de l'année s'est tenu ce week-end pour une vingtaine de participants. Être bon défenseur et sociable sont les critères pour obtenir le niveau 2 décerné par un juge venu expressément de métropole pour les arbitrer. Sandroli, Mirko Vanfo. Ork, ce berger malinois, a été le plus athlétique et a marqué des points pour l'épreuve mordante. René et Ork s'entraînent tous deux 4 fois par semaine. Les exercices qu'on fait sont apportés à la vie courante, comme le refus d'appât. C'est pour empêcher qu'on empoisonne les chiens. D'accord ? La recherche, c'est au cas où on recherche quelqu'un, le chien il est apte à les rechercher. Voilà. Après, il y a les défenses du maître. Il ne faut pas qu'il ait peur des coups de feu, parce que c'est tout rapporté en quelque sorte à la vie courante. Viens avec moi, on va faire une suite en laisse. René a l'œil attentif. Il est juge de réunabilité de la Société Centrale Canine France. Il est venu spécialement noter le passage en catégorie supérieure des chiens. Un juge de métropole, pourquoi ? Parce que sur le territoire polynésien, il n'y a actuellement pas de juge officiel pouvant départager les conducteurs. L'obéissance est le deuxième critère de passage pour l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude. Une épreuve que Kiwi-Père et son maître ont passée avec brio. Les exercices consistent en une suite en laisse. Donc pour voir si le chien est capable de suivre 100 mètres sans que le maître soit obligé de tirer sur la laisse. Donc il y a une suite en laisse. Il y a un exercice qu'on appelle l'absence, où le maître se cache et le chien est bloqué à un endroit, il ne doit pas bouger. Pendant tout l'exercice, ça dure 30 secondes. Et enfin, il y a ce qu'on appelle un exercice de rappel, où le chien est immobilisé à un endroit et à 18 mètres, 20 mètres, le maître doit rappeler le chien. Plusieurs disciplines étaient au programme ce week-end, soit en hauteur de 1m30 à 2m30, en longueur de plus de 4 mètres et des exercices de vitesse. Les chiens ont pu relever tous ces défis grâce à un travail assidu et avec la complicité de leur maître. Pour clore ce chapitre sportif, nous allons nous envoler sur des 2 roues. Il y avait du show et des surprises à la 7e journée du championnat de Polynésie de motocross. 30 pilotes et une seule piste, celle de Vaitarua à Taravao pour cette compétition décisive. Résumé signé David Chong et Marcel Bonneau. MX1 et MX2 dans la même manche. La piste est très technique et dans les premières minutes, c'est la chute fatale pour Manukau Autei, une fracture à la clavicule. Le leader du classement MX1 doit dire adieu au titre de champion cette année. Sur la piste, le jeune Kyle Helm de la catégorie MX2 en profite et remonte à la première place. Il finit la course avec une avance impressionnante malgré son jeune âge. Premier tour, j'étais derrière les 2 premiers, Domi et Manukau. Ils se sont accrochés à un moment, j'ai essayé de vite me faufiler pour ne pas être entraîné dans la chute. C'est comme ça que j'ai pu prendre la première place. Mais bon, il y a eu une chute du premier du classement Manukau, donc voilà, le combat n'a pas été vraiment top. Juste derrière, le vétéran Hayari Le Hartel remporte le duel pour la 2e place face à Vaitea Doum. J'ai raté mon départ, mais je suis resté concentré et puis je suis reparti voilà. Donc j'ai fini 2e. Comment tu as fait pour revenir en 2e place? C'est l'expérience? L'expérience beaucoup et la condition physique aussi. Dans la catégorie Open la plus populaire, Kamalei Helm prend un mauvais départ. Il se fait distancer par Kaulani, mais reprend le dessus en fin de parcours. C'est un bon shot. Après, je crois, dans le virage au fond, là, il y a Kamalei, je crois, il a calé. Du coup, j'ai eu un peu d'avance sur lui, mais après, voilà, j'avais les bras qui sont tétanisés. Le terrain est très dur, difficile aussi, plein de poussière. Après, voilà, ça a joué aussi. Hein. Pour l'instant, là, au championnat, normalement, je suis 3e. Et là, j'essaie de remonter au 2e, comme on est à 20 points d'écart avec le 2e.
La dernière journée est prévue le dimanche 11 octobre prochain, ce qui laisse une semaine seulement à Manukau Autei pour récupérer. Autant dire que c'est quasiment mission impossible. Et enfin, notre rubrique Fais-moi d'entendre du dimanche est consacrée à l'archéologie, la problématique de la rénovation et de la classification des marais. Nous en avons parlé cette semaine, notamment avec ceux de Pamat-Ei, et c'est Raymond Graff qui a été appelé pour l'authentification de ces structures. Mais avant d'être Tauaumuti, il a consacré 35 années de sa vie au service de la culture. Sa mission a répertorié et réhabilité les sites polynésiens. En 1984, c'est à Mahina que les fouilles avaient lieu. Regardez. Nous sommes dans la vallée de Ahonu, implantée dans la commune de Mahina, et nous sommes exactement à environ 4,5 km à l'intérieur de cette vallée de Ahonu. Alors qu'est-ce que vous y avez découvert? Dans ce lit de la rivière de Ahonu, sur une des berges de cette rivière, il apparaît un niveau d'habitat enfui sous environ 1,20 m à 1,80 m de profondeur. Et dans cette couche archéologique, nous observons beaucoup et énormément de choses surtout. Ces choses, ce sont essentiellement des couches superposées et alignées de pierres et de vestiges de foyers. Nous voyons ici le relevé en coupe de niveau qui montre plusieurs périodes d'habitation. Cette coupe naturelle que la rivière a dégagée, on observe vraiment sur une longueur de 30 mètres de long environ un lit de charbon que l'on puisse voir et suivre successivement en ayant des éclats chauffés, énormément d'éclats thermiques, des galets aussi en basalte bulleux qui ont servi à la fabrication et à la combustion de foyers, et énormément de charbon, des gros charbons surtout, environ entre 2 à 5 cm, qui ont été prélevés surtout pour datation et détermination du combustible qui a été utilisé. Car il ne faut pas oublier que dans l'ancienne société, certains types de combustibles, tels que le Eito principalement et le Tamanu, sont utilisés par une classe sociale élevée. Et le reste des combustibles sont employés par les petits gens, par les gens du peuple. Tout ce qui est du petit bois, comme le bambou, comme le hapapé, comme le fei-fei, tout ce genre d'arbustes sont utilisés par ce type de propriété et de société surtout. Cette découverte rentre dans votre étude de l'ensemble des sites qui entourent Tahiti et d'autres îles. Hein? Oui, effectivement. Ce genre de site-là, nous avons déjà démarré ce programme en 1983 avec principalement le recensement et l'inventaire des sites existants sur l'île de Tahiti, dont l'inventaire déjà, un premier inventaire existe en 1925, et ce que actuellement le département du Centre polynésien des sciences humaines aspire justement à reconvertir et à contrôler, à vérifier ces sites qui existent encore actuellement et d'en faire un inventaire archéologique existant, une description exhaustive de ces sites actuellement. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. L'information principale à retenir est celle-ci. Une nouvelle victoire du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais un écart qui se resserre. Près de 7 points contre 13 en 2018. La hausse de la participation a d'abord profité aux indépendantistes. Près de 86% des électeurs calédoniens se sont rendus aux urnes. Moïtei Broderson, invité de ce journal, a déclaré qu'un troisième référendum devrait avoir lieu en Nouvelle-Calédonie, puisque prévu par les accords de Matignon. Une même consultation référendaire doit également avoir lieu en Polynésie au regard de la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Un coup d'œil sur l'agenda de la semaine. Demain, nous saurons si une nouvelle élection devra être organisée à Uturwa. Vendredi, nous célébrerons la journée mondiale des non-voyants. Et enfin, samedi a lieu la première édition du marché local à Papeete. Et il sera question de tourisme dans votre émission L'invité café d'Ibaï Mohamed Aziz. Maïli Fojra fera le bilan de sa première mandature en tant que présidente du conseil d'administration de Tahiti Tourisme. Quels sont ses projets aussi, puisqu'elle a été reconduite dans ses fonctions. Et je vous parlais tantôt de la journée mondiale des non-voyants. C'est le thème abordé dans votre émission Hanavevo demain à 17h10. Corinne Tehitia accueille Diego Teitihia, président de l'association Voir Ensemble, Chantrelle Hawata, une de ses membres, et enfin Henriette Camia, représentante non-voyante au CESEC. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Vos quotidiens titrent demain sur le télétravail pour la dépêche. Quant à Tahiti Info, la une revient sur les dernières investigations dans l'affaire JPK.
Merci pour votre fidélité. À suivre sur la première 2 épisodes de la série Mystery Road. Je vous laisse entre les mains de Chiquita Darouzès et Teupo Fatupua Ave. J'ai été ravie de vous accompagner tout au long de ce week-end. Prenez soin de vous et très belle semaine. On se quitte sur le spectacle de Nailai Iron de l'école Tahiti Pole Art. C'était hier soir à la Maison de la Culture. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.